Par une froide et pluvieuse soirée d'hiver, une femme téléphone à la police pour signaler la disparition de son mari. L'homme est un marathonien sorti pour s'entraîner, mais il n'est jamais rentré. Selon l'expertise médico-légale, quel que soit l'endroit où s'est rendu cet homme, il a eu des ennuis. Passé au peigne fin, une scène de crime peut révéler une multitude de détails sur le mode opératoire et l'identité du meurtrier. Dans l'histoire que je vais vous raconter maintenant, excepté sa carte de visite, l'assassin a semé derrière lui plus d'indices qu'il n'en faut pour être démasqué. Au cœur de la Californie du Sud se trouve la petite ville de Valley Center. À environ 1 heure de route de San Diego, c'est une communauté tranquille et paisible entourée de collines et de terres arables. Les environs champêtres ont séduit Jane et Robert Dorotic, mari et femme depuis près de 30 ans. Le couple vit dans un ranch de 7 hectares. Ce ranch s'appelle Charisma Farms. Pour Jane, les chevaux sont toute sa vie. Il était évident que les chevaux la passionnaient. C'était l'une de ses plus grandes passions. Quant à Bob, il préfère la vie en plein air et le camping. Passionné d'exercice physique, il est marathonien. Ce qu'il adorait par-dessus tout, c'était camper avec sa famille et ses fils en particulier. Il faisait toujours des excursions différentes sur le mont McKinley. Ou alors il partait en randonnée dans le Grand Canyon et passait la nuit là-bas. Le couple a 3 enfants d'âge adulte, 2 fils et une fille, Claire, qui vit encore chez eux. Claire est aussi marathonienne. C'est une cavalière hors pair. Un dimanche soir de février 2000, Jane Dorotic téléphone au shérif pour signaler la disparition de son mari. Elle déclare que Bob est parti courir quelques heures auparavant, mais qu'il n'est jamais rentré à la maison. Quand elle a signalé sa disparition, j'ai tout de suite pensé, même si c'est un coureur, un marathonien, eux aussi ont des crises cardiaques quand ils s'entraînent. Il n'est pas rare que Bob effectue de longs entraînements, mais il n'est jamais parti aussi longtemps. Le shérif et ses adjoints fouillent toute la région en concentrant leurs recherches le long des trajets habituels de Bob. Les recherches se terminent le lendemain matin à 4h30 avec la découverte d'un cadavre. J'ai remarqué quelque chose à gauche dans le fossé. On aurait dit un corps. J'ai arrêté mon véhicule, allumé les phares. Je suis sorti de la voiture et j'ai pu confirmer qu'il s'agissait bien d'un cadavre. Je pouvais voir des traumatismes au niveau de la tête. La victime avait également une corde attachée autour du cou. En regardant le cadavre et les traumatismes, j'ai tout de suite pensé que nous avions affaire à un homicide. Le fait qu'il n'y ait aucune trace de sang à cet endroit indique que Bob a été frappé ailleurs. On a retrouvé des traces de pneus dans la boue, 2 empreintes. On a aussi retrouvé des empreintes de pas inutilisables. Elles ressemblaient à de gros trous dans les feuilles mortes qui se trouvaient par terre. La police retrouve un sillage dans la boue allant de la zone des empreintes de pneus jusqu'au cadavre. Et ils trouvent également un indice prouvant que Bob n'est pas sorti courir ce soir-là. Ses chaussures étaient très propres. Elles n'avaient aucune trace de boue, pas d'éclaboussure, aucune tache. Les informations dont je disposais à ce moment-là mentionnaient qu'il était allé courir la veille. Et ce jour-là avait également été une journée pluvieuse. Un cheveu de Dorotic est retrouvé sur sa poitrine, sous sa chemise, suggérant qu'il a été habillé après sa mort. Un indice supplémentaire confirme qu'une tierce personne l'a habillé. Les lacets de ses chaussures étaient noués vers l'extérieur. Le nœud n'était pas au centre de la chaussure. On aurait dit que quelqu'un lui avait fait ses lacets. Les nœuds étaient tournés vers l'extérieur. Les enquêteurs constatent avec soulagement que le meurtrier de Robert Dorotic a laissé derrière lui une multitude de preuves médico-légales. Le corps, déposé sur le bord de la route, recèle une moisson d'indices. Pour autant, pour confondre l'assassin, la police doit rapidement trouver la scène de crime. La nouvelle du meurtre de Bob Dorotic se répand rapidement à sa famille et ses amis. C'est son fils, Alex, qui prévient le meilleur ami de son père.
J'étais assis dans la cuisine avec ma femme, j'ai décroché le téléphone et il m'a dit « Jim, c'est Alex Dorotic. » Je lui ai dit « Alex, ça va ?» Il m'a répondu « Pas très bien, ils viennent de retrouver Bob assassiné. » Je n'arrivais pas à le croire. Les médecins légistes commencent leur enquête en tentant d'identifier le véhicule du lieu du crime. À partir des empreintes dans la boue, ils mesurent la distance entre les roues. Le véhicule est identifié comme étant un pick-up. Ils analysent ensuite des photographies d'empreintes. Vous devez tout d'abord regarder la largeur des traces de pneus. On constate différentes tailles de pneus. Ensuite, il faut regarder les dessins. Chaque fabricant a des dessins de bandes de roulement différents, conçus pour différents types de routes. Le pick-up a 3 modèles de pneus différents. Les empreintes sont comparées aux milliers de pneus sur le marché. J'ai remarqué que les 2 pneus avant étaient de même marque, O. De Maria identifie le pneu arrière gauche comme étant un Firestone Radial et le pneu arrière côté passager comme un Cooper modèle Discoverer. Lors de l'autopsie, le médecin légiste confirme que le décès de Dorotic est dû à un traumatisme suite à un coup violent à la tête porté avec une sorte de marteau. Il note aussi des marques de strangulation. Dans son estomac, il retrouve les restes non digérés du repas pris par Bob le samedi soir, ce qui signifie qu'il a été tué le samedi. Jane a déclaré que Bob a quitté la maison le dimanche après-midi. Une vérification de leur passé révèle que Bob Dorotic et sa femme s'étaient séparés quelques années auparavant, mais s'étaient récemment réconciliés. Bob était souvent en désaccord avec sa femme et sa fille sur le coût de la gestion du ranch. Jane et Claire souhaitaient investir plus d'argent dans le ranch pour l'agrandir. Il y a aussi la possibilité d'un employé mécontent. Le contremaître du ranch, Lionel Morales, est depuis longtemps du côté de Claire Dorotic dans le débat sur l'agrandissement du ranch. On sentait que nous devions poursuivre notre enquête et l'interroger pour savoir à quelle heure, à quel moment il se trouvait là et ce qu'il faisait quand il était là-bas. Lionel Morales, Claire et Jane Dorotic nient toute implication dans le meurtre de Bob. Lionel et Claire ont chacun un alibi. Jane déclare être restée à la maison toute la journée pour s'occuper des chevaux. Elle coopère avec la police en les autorisant à fouiller sa maison. En fait, l'inspecteur chargé des homicides m'a prise à part avant d'entrer et m'a dit « Bon, Caroline, il s'agit d'une fouille autorisée par la suspecte. Tout ce qu'on recherche, ce sont des traces de sang évidentes et manifestes. Ne va pas fouiller partout, n'ouvre pas les tiroirs, ne fais rien de particulier. Sois aussi discrète que possible. » Dehors, le sol était boueux et les chaussures étaient interdites dans la maison. Pour être poli, vu qu'il s'agissait d'une fouille autorisée, et c'est la seule fois de ma vie où j'ai fait ça sur un lieu de fouille, j'ai enlevé mes chaussures. Les enquêteurs fouillent la maison et en particulier la chambre principale, mais ne trouvent rien d'extraordinaire. Afin de respecter les usages en vigueur dans la maison, la criminologue Caroline Gannett se déchausse avant d'inspecter les lieux. Ce détail peut paraître anodin. Pourtant, il va s'avérer lourd de conséquences et faire basculer l'enquête. J'ai avancé dans un coin de la chambre et j'ai senti que la moquette était mouillée sous mes pieds. J'ai littéralement sursauté, car je savais exactement ce que c'était. Le sol de la chambre était mouillé, comme si on l'avait récemment nettoyé. Et la moquette avait une teinte légèrement rouge. Ce qui m'a frappé, c'est avec quelle facilité nous aurions pu passer à côté. Si nous n'avions pas retiré nos chaussures, nous n'aurions pas découvert cette zone. Et quand ils regardent de plus près, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. On aurait dit qu'il y avait des traces de sang sur l'ensemble de la couette. Il y avait des éclaboussures de sang à la tête de lit. Il y avait des éclaboussures sur le mur, derrière le lit.
J'ai demandé à la famille s'il y avait une raison quelconque pour qu'on le retrouve du sang dans la chambre principale. La famille, certains membres de la famille ont commencé à parler. La sœur de Jane Dorotic, Bonnie Long, nous a dit que l'un de ses chiens s'était sectionné un ergot et qu'il avait saigné. Ils retrouvent également du sang sur le mur en briques et sur le poêle dans le coin de la chambre. Le sang s'était même infiltré dans la pièce servant de débarras à l'étage inférieur. J'ai regardé les taches sur le mur, sur les briques. Elles étaient toutes identiques. Elles mesuraient toutes environ un demi-millimètre de diamètre. Elles s'étaient répandues à une vitesse moyenne. C'est généralement ce à quoi je m'attends quand il s'agit d'une attaque. Les analyses effectuées par Merritt révèlent que les éclaboussures de sang proviennent de la tête de lit, du côté où Bob aurait pu être endormi. La forme des taches sur le mur et sur la table de nuit indiquait leur direction. J'ai pris des bouts de ficelle, puis connaissant la direction du sang, je les ai tendus. Je les ai scotchés contre le mur et j'ai ainsi obtenu une zone de convergence. Cette zone de convergence révèle au médecin légiste où se situait la tête de Bob au moment de l'attaque. Merritt découvre également des traces de sang sur le plafond, laissées par du sang projeté d'un objet en mouvement. Il y avait des taches circulaires au plafond, directement au-dessus du lit. C'était la première indication d'une altercation. L'autre indication était les taches directionnelles. Des taches linéaires s'éloignant de l'endroit. Il y avait donc du sang au plafond, formant une ligne en direction du mur. Les analyses ADN confirment que le sang retrouvé est celui de Bob Dorotic. En se basant sur l'interprétation des éclaboussures de sang, les enquêteurs pensent que le décès de Dorotic est dû à une importante blessure à la tête. L'attaque n'a pas eu lieu sur cette route. Cette attaque, si l'on tient compte des taches de sang, a eu lieu dans cette chambre. Dans la maison, les enquêteurs découvrent également un morceau de corde noire, correspondant à celle trouvée autour du cou de Bob. J'ai dit à Jane que nous étions convaincus. Cela ne faisait aucun doute. Bob avait été attaqué dans la chambre principale. La famille en a eu le souffle coupé. Mais les enquêteurs ne découvrent aucune trace de sang dans tout le reste de la maison, ce qui signifie que le tueur a descendu le corps et l'a emmené à l'extérieur. La police ne retrouve ni l'arme du crime, ni aucun vêtement ensanglanté au domicile de la victime. Aucun signe d'effraction n'est également remarqué. Un intrus ne prend jamais la peine de nettoyer le lieu de son crime. Je suis chargé de l'application des lois depuis 28 ans. Je n'ai jamais vu ni eu affaire à un intrus qui entre par effraction dans une maison, commet un meurtre et nettoie tout après son passage. La police retrouve le pick-up dans le garage. Il n'y a aucune trace de sang visible à l'œil nu. Les enquêteurs décident de vérifier que le sang n'a pas été nettoyé. Nous avons utilisé le test de fluorescence. On a aspergé l'extérieur et l'intérieur du pick-up. Plusieurs zones sont devenues fluorescentes. Il y avait une zone à l'arrière du pick-up en particulier, une zone assez importante. Ces résultats indiquent que du sang se trouvait là à un moment donné, puis avait été nettoyé. Les tests ADN effectués sur les résidus sanguins retrouvés confirment qu'il s'agit du sang de Bob. Le pneu avant gauche était tourné vers moi et je pouvais voir le dessin du pneu tandis que je m'en approchais. Je savais à quoi il devait ressembler pour correspondre au dessin du pneu retrouvé sur le lieu du crime. Plus je m'avançais et plus il lui ressemblait. On aurait dit le même pneu. J'étais juste devant et j'étais certaine que c'était la même empreinte. Les pneus avant sont de la marque O. Le pneu arrière côté passager est un Cooper modèle Discoverer. Le pneu arrière côté conducteur est un Firestone Radial. Leurs dessins correspondent tous aux empreintes laissées sur le lieu du crime. Le pick-up blanc est immatriculé au nom de Jane Dorotic. Avant de quitter le domicile, les enquêteurs trouvent une dernière preuve.
Dans la poubelle, on a retrouvé plusieurs seringues. L'une d'elles était une très grosse seringue, le type de seringue utilisé pour les animaux. La seringue contient une petite quantité d'un puissant tranquillisant pour chevaux appelé acépromazine. Il est aussi connu sous le nom de Mellow Yellow, en rapport avec la chanson des années 60. Il suffit de 3 mg pour endormir un cheval. Les tests de toxicologie ne permettent pas de détecter l'acépromazine dans le sang de Bob. Il a pu en contenir, mais en quantité insuffisante pour être décelé. Une empreinte de sang est retrouvée à l'extérieur de la seringue. Le sang est celui de Bob Dorotic et l'empreinte est celle de Jane. On entend souvent dire que la meilleure preuve qu'on puisse trouver est l'empreinte digitale du suspect dans le sang de la victime. Et là, comment vous expliquez cela? L'affaire a été menée tambour battant. 3 jours seulement après la découverte du corps de Bob Dorotic, sur le bas-côté de la route, je vous le rappelle, la police arrête son épouse et le procureur l'inculpe du meurtre de son mari. Plus d'une demi-douzaine d'indices la désignent coupable. Your Honor, I'd like to say that I'm innocent. I loved my husband. I love him still. En mai 2001, Jane Dorotic est jugée pour le meurtre de son mari, Robert. Pour les procureurs, cela ne fait aucun doute. Jane injecte le tranquillisant pour chevaux à son mari pendant qu'il dort dans la nuit du samedi au dimanche. Elle le frappe à la tête alors qu'il est dans leur lit, puis à terre, près du poêle. Quand Jane jette la seringue, elle laisse ses empreintes dans le sang de Bob. Après l'avoir habillé, elle le porte ou le traîne au rez-de-chaussée jusqu'à son pick-up. Lorsqu'elle se débarrasse du corps le long de la route, la seule chose qu'elle ne fait pas, c'est laisser son nom sur le lieu du crime. La propreté des chaussures de Bob prouve qu'il n'est pas allé courir. La position des lacets indique qu'ils ont été noués par une tierce personne. Et le sang sous sa chemise est la preuve qu'il a été habillé après son décès. Et puis, il y a les empreintes de pneus du pick-up. Des amis ont vu Jane en fin d'après-midi ce dimanche-là dans un centre commercial du quartier. Pour les procureurs, c'est l'endroit où elle s'est débarrassée de ses vêtements ensanglantés et de l'arme du crime. Tout ce qu'on a récupéré accusait Jane Dorotic. Il y avait différentes pièces du puzzle et quand vous les mettiez tout ensemble, tout l'accusait. Le mobile semble être l'argent. Jane souhaitait dépenser beaucoup d'argent pour les chevaux, pour leur entretien, pour le maintien de leurs écuries. La passion de Jane et de Claire pour les chevaux ne le dérangeait pas. Mais elles étaient souvent en désaccord sur la quantité des ressources familiales qu'ils devaient allouer à ce loisir. 2 ans auparavant, alors que le couple est séparé, Jane apprend que selon la loi californienne, elle devra payer une pension alimentaire à Bob s'ils divorcent, étant donné qu'elle représente la principale source de revenus du couple. Bob m'avait dit qu'elle était très en colère quant au fait de devoir lui payer une pension alimentaire. Ça l'avait rendue livide. Et elle était devenue très menaçante. On a retrouvé des lettres datées du vendredi précédant sa mort. Il cherchait du travail. Peut-être qu'il lui a dit « Ça ne marche pas, je pense que nous devrions divorcer », mais elle ne voulait pas lui payer de pension alimentaire. Lors du procès, les avocats de la défense déclarent que c'est Claire Dorotic, aidée de Lionel Morales, la meurtrière de Bob Dorotic. Ils fournissent une lettre écrite par Claire à son père, d'une grande hostilité suite à des abus présumés. Elle vivait sa vie en essayant de satisfaire son père, et elle avait emmagasiné énormément de haine et de rancune au fil des années.
Selon les avocats de la défense, Lionel Morales était compatissant envers Claire. Ils ont sous-entendu qu'étant donné qu'il travaillait pour Claire Dorotic et qu'elle n'aimait pas son père, il aurait tout fait pour elle. Mais la police était satisfaite car ils avaient tous deux de solides alibis. Nous étions sûrs que Claire n'était pas en ville ce week-end-là. Et Jane était la seule personne à être chez eux. Jane était la seule suspecte dans nos esprits. Claire, do you know why your mom is pointing the finger at you? Claire Dorotic et Lionel Morales invoquent leur droit au 5e amendement contre l'auto-incrimination et décident de ne pas témoigner. Jane ne fournit aucune explication sur l'empreinte retrouvée dans le sang de son mari sur la seringue contenant le tranquillisant pour chevaux. Après 3 jours de délibération, le jury rend son verdict. J'étais triste, mais malgré tout ravi que justice soit rendue. Pour moi, elle m'a volé un de mes meilleurs amis, à moi et à tous ses autres amis. Et c'est le pire vol que l'on puisse commettre. Jane Dorotic est condamnée à 25 ans de prison. Il est indéniable que les preuves médico-légales ont joué un rôle incontestable dans la condamnation de Jane Dorotic. L'expertise médico-légale a pu prouver qu'il n'était pas sorti faire un footing, comme elle l'avait déclaré. Les experts ont confirmé que ses chaussures avaient été lacées et qu'il avait été habillé après avoir été roué de coups. Les preuves médico-légales nous ont raconté l'histoire, comme c'est souvent le cas quand vous trouvez un corps dans le cadre d'un homicide. C'est le cadavre lui-même qui vous raconte son histoire. Jane et Robert Dorotic s'étaient séparés 2 ans avant le meurtre. Ils avaient même envisagé de divorcer, mais dans ce cas, Jane, en qualité de gérante du ranch, aurait dû verser une pension alimentaire annuelle de 50 000 $ à son ex-conjoint, somme qui lui aurait interdit de poursuivre ses investissements pour améliorer son élevage de chevaux. Pour absurde qu'il soit, cet argument a motivé le passage à l'acte. Dans le but d'innocenter leur cliente, les avocats de la défense tentèrent en vain d'incriminer Claire, la fille de la victime. Comme elle possédait un solide alibi, ils essayèrent ensuite de faire porter la responsabilité du meurtre sur Lionel Morales, le garçon de ferme, affirmant que des témoins auraient aperçu des hommes de type hispanique rôder à bord d'un pick-up sur la route, non loin de l'endroit où le corps de Bob a été retrouvé. Mais les preuves médico-légales accablaient Jane Dorotic et aucun argument ne put semer de doute raisonnable dans l'esprit du jury. Jane Dorotic fut condamnée à une peine de 25 ans de réclusion. Et ainsi prend fin cette émission. Je vous remercie de nous être fidèles et vous donne rendez-vous bientôt sur cette antenne pour un autre épisode des Enquêtes Impossibles.